Bonjour et bonne année, bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 2 janvier. Et pour bien commencer l'année, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Lors du réveillon, 380 interpellations ont été effectuées et 745 véhicules ont été brûlés. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifié la nuit de calme, notant une baisse des violences par rapport à l'année précédente. Cependant, des incidents préoccupants ont été rapportés dans plusieurs villes de France, des attaques contre la police, aux dégradations en tout genre. Certains quartiers deviennent dangereux pendant cette période. Et Claude Bloch, un rescapé d'Auschwitz, nous a quittés à l'âge de 95 ans. Sa dernière apparition télévisée était en octobre 2023, suite aux attentats terroristes en Israël. Début mai, Claude Bloch avait aussi participé à un hommage à Jean Moulin. Et un grave incendie a ravagé le château de Cerquigny dans l'Eure le jour de la Saint-Sylvestre. Les sapeurs-pompiers ont eu des difficultés à accéder au château en raison d'un pont bloqué, mais aucune victime n'a été signalée. L'origine du feu reste encore inconnue, mais le château abandonné et au cœur de litiges administratifs était régulièrement squatté. Une enquête est en cours. Et un donateur anonyme a offert 100 000 € à la mairie de Châteaubriand en Loire-Atlantique avec pour condition que l'argent soit utilisé pour renforcer la sécurité de la ville. Avec cet argent, la mairie a prévu d'acheter entre autres des caméras de surveillance et une voiture de police. Et depuis le 1er janvier, le gouvernement n'accepte plus en France de nouveaux imams envoyés et formés par d'autres pays. Ces imams envoyés par des forces étrangères sont souvent accusés de relayer un islam radical incompatible avec la société française. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler de nouvelles alliances qui pourraient bien modifier l'équilibre des forces en présence sur l'échiquier mondial. Anthony, on vous écoute. Bonjour à tous. Rémi, avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je profite de ce moment pour souhaiter aussi à tous nos téléspectateurs une belle et heureuse année. Qu'elle vous apporte le meilleur à tout point de vue. Et pour notre premier sujet de l'année, je vous propose de nous intéresser à un événement qui pourrait changer la donne en matière économique et politique mondiale. L'élargissement du groupe des BRICS. Pour rappel, BRICS, c'est l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. En effet, ces 5 pays ont décidé de s'unir en 2009 pour faire face à la crise financière mondiale et renforcer leur coopération économique et politique. Cette alliance aspire, en fait, à fédérer les nations du Sud contre l'Occident, en remettant notamment en cause l'ordre établi. Le président chinois Xi Jinping en particulier cherche lui à consolider sa stature internationale en faisant de la Chine le leader présumé de ce nouveau bloc. Mais ce regroupement s'élargit puisque depuis le 1er janvier, 5 nouveaux pays, dont l'Arabie Saoudite et l'Iran, ont rejoint cette alliance, doublant ainsi le nombre de pays membres. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une expansion qui n'a rien d'anecdotique, car elle symbolise un changement majeur dans l'équilibre économique et politique mondial, où des puissances montantes tentent de renverser l'ordre établi. Pour le moment, la partie n'est pas gagnée d'avance. Voici les détails. L'intégration récente de 5 nouveaux membres au groupe des BRICS marque une étape significative dans la réorganisation géopolitique mondiale. Désormais l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran rejoignent des nations aux profils économiques et politiques variés. Une diversité qui, au vu des écarts économiques significatifs entre ses membres, pose la question de la cohésion future du groupe. L'Éthiopie, par exemple, affiche un PIB de 100 milliards de dollars, soit 170 fois moins que celui de la Chine. Malgré leurs différences, en intégrant de nouveaux membres, les BRICS cherchent à se détacher de l'hégémonie du dollar et à établir un nouvel ordre économique, avec la Chine et la Russie en figure de proue. À l'issue du dernier sommet BRICS en août à Johannesburg, le bloc avait aussi invité l'Argentine à le rejoindre. Mais vendredi 29 décembre, son nouveau président Javier Milei a rejeté l'adhésion aux BRICS qui a déclaré refuser d'encourager des contrats avec les communistes parce qu'ils ne respectent pas les bases du libre-échange, la liberté et la démocratie. C'est de la géopolitique. Le porte-parole de la présidence argentine a expliqué vendredi que les lettres envoyées aux BRICS illustrent, je cite, que nous sommes dans un processus de changement de politique étrangère
qui justifie une analyse beaucoup plus approfondie que celle du gouvernement précédent. Ce point de tension soulève des interrogations sur l'unité et la stabilité future de l'Alliance. Ces enjeux seront probablement au cœur des discussions lors du prochain sommet à Kazan en Russie, prévu pour octobre 2024. Alors, cet élargissement des BRICS est-il un signe de la montée en puissance des pays du Sud face aux pays du Nord? C'est ce que pensent certains observateurs en tout cas, qui voient dans le groupe une sorte d'anti-G7, un contrepoids aux grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis. Des programmes comme les Nouvelles Routes de la Soie ou la Nouvelle Banque de Développement servent de pilier à cette stratégie, cherchant à évincer les institutions occidentales établies. Mais ces BRICS+, si je peux m'exprimer ainsi, sont-ils vraiment unis et capables de peser sur la scène internationale? C'est ce dont doutent d'autres spécialistes qui soulignent des divergences et des rivalités qui existent au sein du groupe, ainsi que les liens ambigus que certains pays entretiennent avec les États-Unis. Il y a par exemple l'Arabie Saoudite qui, malgré les tensions récentes, n'en est pas moins un allié historique de Washington. La Chine et l'Inde sont à la fois partenaires au sein des BRICS et rivaux stratégiques. Et maintenant, la volte-face de l'Argentine semble révéler une certaine instabilité dans l'alliance, d'autant qu'il s'agit d'un groupe très hétérogène qui regroupe des pays de différents continents et de différents régimes politiques. De plus, la place des nouveaux membres au sein de l'Alliance est encore incertaine, notamment par rapport à des géants comme la Chine, l'Inde ou encore la Russie. Il faudra donc attendre le prochain sommet des BRICS+ en octobre pour voir comment les choses vont évoluer. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on passe à l'international avec un séisme de magnitude 7,5 au Japon qui a provoqué une secousse qui a été ressentie jusqu'à Tokyo. Tokyo qui se trouve à 300 km du département d'Ishikawa, l'épicentre du tremblement de terre. Le bilan est de 30 morts et de 14 blessés graves ainsi que de nombreux blessés légers. Le risque de tsunami lié aux secousses a été levé ce matin. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu'il menait une course contre la montre pour sauver des vies. Et au Danemark, la reine Margrethe a annoncé lors de ses vœux de nouvelle année qu'elle allait abdiquer le 14 janvier pour laisser le trône à son fils Frédéric. Après 52 ans de règne, la reine du Danemark est la dernière reine d'Europe et la doyenne des chefs d'État européens. La population danoise a été choquée d'apprendre la nouvelle, d'autant que d'après un sondage, 80% des Danois se disent monarchistes. L'abdication n'est pas d'usage, en principe, les monarques meurent sur le trône. Et je laisse maintenant la parole à Vladia, qui va nous parler des actualités en Chine. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. En Chine centrale, des milliers de personnes ont manifesté suite à la mort d'un adolescent. Les autorités affirment qu'il est tombé d'un bâtiment, mais des photos de sa dépouille n'ont pas convaincu le peuple, pas du tout même. Les citoyens en colère sont de la ville de Changchu, le garçon qui est décédé avait 14 ans. Le 24 décembre, la veille de Noël, le garçon est décédé alors qu'il se trouvait à l'école. Des photos montrent son corps couvert d'ecchymoses avec de multiples blessures au bras. Certaines de ces blessures étaient très profondes et ne ressemblaient pas du tout à celles d'un suicide. La cheville du garçon était également cassée. Un élève de la même école a partagé une vidéo sur l'incident en ligne. Dans cette vidéo, il affirme que le garçon décédé a peut-être été battu à mort par ses camarades de classe dans la salle de bain la nuit du 23, et que plus tard, les autorités scolaires ont jeté son corps du haut de l'immeuble pour simuler un suicide. La famille du garçon n'a pas cru en la thèse du suicide et est venue protester devant l'école. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsque les autorités du comté ont publié un communiqué officiel mercredi affirmant que le garçon n'avait pas été tué et ont réaffirmé qu'un suicide était la cause du décès. Le lendemain, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester. Une résidente a dit que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Jeudi, un manifestant s'est précipité dans un bâtiment officiel où se trouvent les bureaux des médias d'État. Selon des habitants, des centaines de policiers ont été déployés sur les lieux où ils ont érigé des barrages. Un habitant de Changchu a partagé un message texte qu'il a reçu du poste de police local. La police menaçait les gens de ne pas s'approcher de l'école où l'incident s'est produit.
La ville de Changshu a également fermé les autoroutes autour de la ville en réponse à l'incident. Et un nouveau tournant dans le théâtre politique chinois. Pékin a nommé un nouveau ministre de la Défense. Quant à l'ancien ministre, il a disparu de la scène publique il y a 4 mois. Pékin n'a jamais donné la raison de son éviction. Le nouveau ministre de la Défense, Dong Jun, sera chargé des discussions de haut niveau sur la défense entre la Chine et les États-Unis. Ces discussions porteront notamment sur Taïwan et la mer de Chine méridionale, 2 points chauds des relations sino-américaines. Les antécédents de Dong Jun correspondent à ce rôle. Il a été le vice-commandant de 2 forces chinoises, l'une chargée de combattre Taïwan, l'autre de superviser les opérations en mer de Chine méridionale. Toutefois, M. Dong n'aura pas le réel pouvoir de commander l'armée. Ce pouvoir est entre les mains de la Commission militaire centrale, le principal organe décisionnel de l'armée chinoise. Le dirigeant chinois Xi Jinping est à la tête de cette organisation. La nomination de Dong Jun s'accompagne d'autres remaniements de personnel, signe de luttes internes au sein du Parti communiste chinois. Jusqu'à présent, Pékin a écarté 9 hauts responsables militaires de l'organe législatif suprême de la Chine. Les fonctionnaires évincés proviennent de 2 branches, la Rocket Force et le département du développement des équipements. Les 2 ministres qui ont précédé Dong Jun ont également servi ces 2 forces. Affaire à suivre donc. Merci Rémi, très belle journée à tous et meilleurs vœux. Merci Vladia. Pendant le mois de janvier, nous, les Français, avons en général pour coutume de présenter nos vœux. Les meilleurs vœux sont adressés aux proches en termes de santé, réussite, bonheur, etc. Le mot vœu vient du latin votum, lui-même dérivé du verbe vovere, qui correspond à une promesse faite à une divinité, à Dieu. Le vœu, donc par définition, serait investi d'un caractère sacré. Le passage à la nouvelle année s'inscrit comme opportunité pour prendre de bonnes résolutions. Cette opportunité s'est ritualisée au fil du temps par le biais des vœux. Et comme nous arrivons déjà à la fin de ce journal, c'est donc le moment pour moi de vous présenter au nom de toute l'équipe de NTD nos meilleurs vœux pour cette année 2024. Et rendez-vous demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi.